Si l'on en croit des auteurs de l'Antiquité et l'immense majorité de nos contemporains, le bonheur, c'est le souverain bien. Et il va sans dire que l'on doit le rechercher à tout prix. Mais les philosophes étant souvent des empêcheurs de penser dans le confort d'idées simples ou simplistes, il leur arrive de poser des questions à première vue un peu provocantes. Ainsi, le philosophe Joël Gaubert, dans un court essai vigoureux publié par édité, édité, ne craint pas de demander: doit-on vraiment rechercher le bonheur? Joël Gaubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de philosophie en classe préparatoire littéraire, animateur de la vie philosophique dans la cité, auteur de nombreuses publications, conférences, et vous êtes vous-même organisateur de conférences et de débats. Joël Gaubert, n'est-ce pas l'inévitable et insupportable expérience du malheur qui engendre cependant une irrépressible exigence du bonheur? Vous-même vous posez la question, alors comment avez-vous pu concevoir un tel titre? Doit-on vraiment rechercher le bonheur? Oui, repartons de ce que vous venez de dire. C'est effectivement notre expérience première du malheur, du mal subi, physique et psychique, mais aussi du mal commis, de la faute, mais aussi de l'injustice. C'est cette expérience du malheur qui est première et qui fait que, par contraste, tout homme recherche le bonheur, comme Pascal le dit très fortement. Je dirais notamment aujourd'hui où il semble que dans nos incertitudes, dans nos hésitations concernant nos existences bien fragiles, nous venons de le rappeler, il ne resterait plus que le bonheur à garder quelque stabilité et, je dirais, à demeurer au hit-parade de notre recherche. Et c'est précisément pour cela qu'il faut se poser la question sur la légitimité d'une telle recherche et même sa possibilité et surtout la possibilité de sa satisfaction. Alors doit-on vraiment rechercher le bonheur? Demandons-nous-le, parce que il me semble que nous ne pouvons véritablement rechercher que ce dont nous avons déjà quelque idée ou que ce que nous savons pouvoir, sinon conquérir, en tout cas définir. Or, rien n'est plus difficile que de définir le bonheur. Si donc nous ne pouvons pas nous en faire une idée adéquate, il est tout à fait difficile, voire impossible, de le rechercher. Mais ajoutons qu'une telle recherche du bonheur, surtout aujourd'hui, c'est-à-dire exigeante de chaque instant, puisque cette exigence devient pour nous un droit de l'homme et même un devoir de chacun d'entre nous, peut se faire tellement pressante et exigeante précisément qu'elle pourrait se faire impatiente, éventuellement devenir violente, surtout à l'égard des autres qui ne se feraient pas la même idée que nous de ce bonheur et donc nous faire entrer en conflit avec eux. Donc il me semble que cette exigence portée au carré aujourd'hui peut nous faire commettre quelques erreurs, puisque nous avons du mal, quelques difficultés à définir le bonheur, mais aussi et surtout quelques fautes, puisque nous sommes susceptibles de devenir, je dirais, individuellement autoritaires et collectivement peut-être un peu autoritaires. Un État qui prétendrait donner ou faire don du bonheur à son peuple serait peut-être un État qui outrepasserait sa fonction. Mais Joël Gaubert, vous venez de glisser tout à l'heure que nous n'étions pas forcément d'accord sur ce qu'est le bonheur. Tout le monde le veut, mais personne ne le définit de la même manière. Oui, tout à fait. Mais alors, de quoi parlons-nous? Quoi parlons-nous? Alors, il me semble là qu'il faut quand même tenter une définition avec les philosophes les plus anciens qui sont toujours le plus d'actualité. Je pense à Platon, je pense à Aristote. Vous-même tout à l'heure avez dit en présentation que le bonheur serait pour nous le souverain bien. C'est-à-dire... C'est ce que disaient les anciens. C'est ce que disaient les anciens. Un bien, c'est-à-dire ce qui motive nos actions, ce en vue de quoi nous agissons, comme le dit si bien Aristote. Et à partir de là, il distingue des biens qui ne sont que relatifs, comme par exemple la santé, la jeunesse et la richesse, qui effectivement ne sont que des moyens en vue du bonheur. On ne cherche pas à être heureux pour être riche, en bonne santé et glorieux, mais on recherche la gloire et on est heureux d'être jeune en vue d'être heureux. Et donc, du coup, on peut définir le bonheur comme le souverain bien, c'est-à-dire le bien qui fait la synthèse de tous les autres
et qui nous permettrait de nous accomplir en tant qu'homme dans sa recherche, mais aussi dans sa découverte et dans sa pratique. Et peut-être que l'on peut définir le bonheur comme étant un état de corps, de cœur et d'esprit, de satisfaction totale de nos besoins corporels, donc de nos désirs affectifs et ne les oublions pas, de nos volontés intellectuelles et morales. Mais Joël Gobert, vous êtes suffisamment averti de la condition humaine dans sa finitude pour savoir que c'est un idéal inatteignable et que donc nous allons souffrir de ne pas pouvoir être satisfaits. Tout à fait, c'est l'objection qu'il faut immédiatement faire à ce propos, c'est que cette exigence d'absoluité, de totalité, pour ce qui est de la définition et de la chose même du bonheur, se heurte à notre finitude, à notre fragilité, à l'expérience que nous faisons du malheur, de la culpabilité et de la mortalité. Et du coup, cette exigence s'autodissout d'elle-même, semble-t-il, de par son caractère intransigeant. Mais devons-nous pour autant abandonner toute référence au bonheur pour lui substituer d'autres biens tels que la liberté, la vérité, l'amitié, ou continuer à faire référence au bonheur d'une façon certes moins dogmatique et moins prétentieuse que la définition que j'en ai proposée en témoigne. Alors vous posez une question, mais quelle est votre réponse ? Oui, alors ma réponse ou ma tentative de réponse est que... Allons-y directement. Je dirais que le bonheur n'est pas le souverain bien. Le bonheur est un bien. Vous prenez donc à contre-pied la tradition voilà. de toute la philosophie antique dont vous avez dit le plus grand bien tout à l'heure. Mais que je vais quand même intégrer. Le bonheur n'est pas le souverain bien à soi seul. Et déjà Platon et Aristote le disaient, qui affirmaient que le bonheur ne se peut sans vertu. C'est-à-dire sans exercice de soi-même, de son corps, de son cœur et de son esprit, de ses facultés, de la raison surtout, pour définir le bonheur et puis tâcher de mettre en œuvre pratiquement notre recherche. Et donc le bonheur ne se peut sans vertu, et en ce sens-là, on pourrait peut-être dire que le souverain bien, c'est le couple que forme la vertu et le bonheur, et que nous en témoignons chacun, chaque jour, lorsque nous nous indignons moralement, comme le faisaient Kant et Rousseau, de ce que, assez souvent, ce sont les hommes sans scrupules, les plus injustes ou vicieux, qui sont apparemment les plus heureux, et les hommes les plus scrupuleux, qui ont le plus d'exigence et qui ne sont pas heureux. Et là, donc, vous m'objecterez, mais comment peut-on faire la synthèse de la vertu et du bonheur si, semble-t-il, cela est difficile, voire impossible ? Et là, il me semble qu'il faut revenir quand même sur la définition du bonheur pour insister sur le fait que, contrairement à ce que nous pensons aujourd'hui, le bonheur n'est pas seulement un affect momentané, qui nous serait octroyé, qui nous serait donné par la fortune au sens de hasard ou par autrui, comme nous le croyons aujourd'hui, comme le sentimentalisme hédoniste, c'est-à-dire qui fait du plaisir le souverain bien, le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qui pense que le bonheur, ça va, ça vient, et que quand il se présente tout seul, il faut savoir le reconnaître pour en profiter, et quand il s'en va, savoir ne pas trop s'en désoler. Ce qui entraîne donc une attitude pathétique, passive, et qui nous démobilise totalement quant à la recherche réfléchie, active d'un bonheur qui serait mesuré par une pensée structurée et concertée, notamment avec autrui, en amour, en amitié, mais aussi dans le débat et le combat social et politique. Alors du coup, j'essaie de faire mienne les deux exigences du bonheur et de la vertu, dont nous héritons de l'Antiquité, en essayant de les réactualiser et en disant tout simplement que la double recherche de la sagesse, plutôt personnelle et interpersonnelle, et de la meilleure forme de gouvernement sont aujourd'hui plus urgentes que jamais, et que donc le bonheur est à la fois de l'ordre de la morale, bien sûr, mais aussi de la politique. Alors vous avez déjà dans une précédente émission justement articulé morale et politique, et vous voilà avec le bonheur en train d'y revenir. Oui.
Mais si vous souhaitez Oui. vous exprimer davantage, parce que je sais que la dernière fois je vous avais un peu bousculé, vous pouvez le faire, Joël Gobert. Bien volontiers. Repartons de la politique. Est-ce que l'État, l'appareil d'État, l'exercice du pouvoir central, doit rendre les citoyens et les hommes qui composent un tel État heureux? Est-ce que l'État doit se préoccuper du bonheur? Alors on pourrait penser que oui, mais du coup il y a le risque que l'État se pense compétent en matière de définition du bonheur et en matière de détermination pratique du bonheur. Ce serait du totalitarisme. Oui, pour le moins de l'autoritarisme et pour le plus du totalitarisme, puisque tous les mouvements autoritaires et totalitaires ont une idée du bien, comme tout le monde. Ce qui les distingue de tout le monde, c'est qu'ils ont les moyens de nous faire, prétendent-ils, devenir heureux selon leur conception du bonheur. Oui, mais à contrario, aujourd'hui, nous sommes plutôt sur la thèse adverse qui affirme que l'État n'a pas du tout à se mêler de la recherche du bonheur des citoyens et des hommes qui en font partie. Et donc l'État se défausse de tout ce qui pourrait peut-être permettre à chacun de rechercher et d'acquérir quelque bonheur. Par exemple, l'État aujourd'hui tâche de ne pas trop intervenir socialement, voire économiquement. Et du coup, il se défausse de la recherche d'un minimum de bien-être économique et social sur la capacité des individus de se les procurer. Cet état libéral, cet état minimal ne se veut plus économique ni social et surtout pas moral et encore moins sage. Il se veut simplement juste, en référence à une justice qui plus est ne serait que d'ordre juridique et non pas social et économique. Donc cet état minimal, c'est l'état néolibéral d'aujourd'hui, auquel nous pouvons peut-être objecter déjà que, sous prétexte d'être minimal, il se montre souvent maximal en matière de justice judiciaire et en matière pénale. À état moral minimal, nous avons souvent affaire à un état pénal maximal. Regardons les grandes démocraties néolibérales d'aujourd'hui et tâchons d'en juger en référence à la réalité. Alors Joël Gobert, nous allons, conformément à la tradition de cette émission, nous offrir une pause musicale. C'est d'ailleurs vous qui la choisissez et vous avez proposé une danse hongroise de Brahms. On sait que Brahms a composé ces danses à partir de mélodies de tzigane originales et donc nous allons nous offrir, grâce à vous, le plaisir d'en entendre une.
En compagnie du philosophe Joël Gaubert, nous réfléchissons avec lui sur le fait de savoir si on doit vraiment rechercher le bonheur. Question incongrue, penseront beaucoup, mais question qu'il sait poser avec lucidité et clarté. Alors juste avant cette brève respiration musicale due à Brahms, Joël Gaubert, vous nous expliquiez les rapports qu'il y a à vos yeux entre l'État et la vie privée, si on peut dire, s'agissant du bonheur. L'État a donc un rôle à jouer dans la recherche du bonheur des citoyens. Oui, il me semble que, pour repartir de ce que nous disions tout à l'heure, il faut éviter à la fois un État maximal qui prétendrait faire le bonheur de ses citoyens, voire malgré eux, et puis un État minimal, comme aujourd'hui, néolibéral, qui se défausse absolument de cette question du bonheur et qui laisse les citoyens et les hommes se débrouiller un peu seuls. Il me semble que l'État doit se préoccuper de ce que j'appellerais les conditions nécessaires du bonheur, c'est-à-dire un certain niveau économique pour ne pas être trop pauvre et un certain niveau de socialité pour ne pas être exclu. C'est nécessaire au bonheur, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là que l'État doit laisser à chacun d'entre nous la recherche des conditions suffisantes à son propre bonheur, puisque c'est à chacun d'entre nous d'en juger. Autrement dit, il faut distinguer et articuler ce que l'État peut et doit, une certaine justice économique et sociale, et ce que chacun de nous peut et doit faire, c'est-à-dire se prendre lui-même en main pour estimer ce qu'il peut et doit penser, dire et faire pour être heureux, mais aussi peut-être faire rayonner son bonheur autour de ses proches, autour de lui, parmi ses proches. Donc il y a des conditions sociales, économiques, politiques ici, oui, du bonheur. Tout à fait, oui. Il y a un État qui ne serait pas que démocratique, néolibéral, mais qui serait républicain, me semble-t-il, s'en soucierait un peu plus. Ah, vous venez faire une distinction qui n'est peut-être pas familière aux yeux de tous. Non. Républicain et démocrate. Tout à fait, oui. Autant le démocrate, sous prétexte qu'il faut faire confiance à chacun d'entre nous, nous laisse aux prises avec notre propre finitude, sous prétexte de ne pas s'en mêler, autant le républicain, faisant confiance à la capacité des citoyens de s'entraider mutuellement par le biais d'un état de droit commun, eh bien, appelle et même exhorte les citoyens à se prendre en main collectivement, socialement, économiquement et politiquement. Et notamment, à l'école, par exemple, un républicain sera soucieux, pas seulement à l'école, mais dans la vie de chacun, de l'exigence, du souci d'exigence vis-à-vis de soi-même à l'excellence, ce qui est très antique et très ancien. Et alors que le démocrate, sous prétexte de ne rien imposer à personne, n'impose rien à personne et surtout pas d'exceller. En matière de bonheur, le républicain tâche de faire la synthèse de ce que l'État peut et doit et de ce que chacun, à commencer par soi-même, peut et doit lui aussi, notamment dans l'expérience que nous ne pouvons pas ne pas faire, c'est-à-dire l'expérience du malheur de laquelle nous sommes partis. Alors justement, vous me parlez du malheur et c'est, je crois, Joël Gaubert, un des points très forts de votre réflexion, de votre argumentation. Vous êtes philosophe, vous êtes donc quelqu'un qui recherche en permanence la vérité, la lucidité, mais n'arrive-t-il pas que cette lucidité nous rende finalement plus malheureux ? Il y a passez-moi l'expression, il y a des imbéciles heureux, et finalement, au nom de quoi les déranger dans leur confort, puisqu'ils sont bien là où ils sont, et comme ils sont pas lucides, ils sont peut-être aveugles sur la condition humaine, bref, ils se refusent à assumer ou à accepter tout malheur qui leur échoit. Oui, alors, objection importante en effet, à vouloir trop rechercher et à commencer à trouver toujours un peu plus la vérité, on risque de se désillusionner soi-même et donc de se désespérer finalement de la finitude de la condition humaine et donc de sa propre mortalité notamment. Mais il me semble que si nous ne recherchons pas la vérité, nous risquons de perdre notre humanité parce que nous serons dépendants de ceux qui prétendent savoir la vérité à notre place et qui nous en imposeront. Or, on ne peut pas être heureux
si on dépend d'un autre qui nous en impose. Et on ne peut pas être libre si on n'est pas véridique, c'est-à-dire si on ne cherche pas la vérité avec exigence. Et c'est pour cela que je fais mienne la synthèse antique de la vérité et de la liberté et du bonheur. Ce qui fait que je dis souvent que la vie bonne, me semble-t-il, est une vie heureuse, car véridique, car libre. Parce qu'il faut être libre pour rechercher la vérité, consciente et réfléchie, et rechercher la vérité pour être finalement heureux, en ce sens où le bonheur est ce qui, comme par surcroît, nous échoit quand nous exerçons notre pensée de façon mesurée et quand nous exerçons notre action de façon concertée et réglée, avec parmi, voire parfois pour autrui. Oui, mais Joël Gaubert, j'insiste, si d'un côté vous nous dites qu'il faut regarder le malheur en face et en même temps rechercher le bonheur, est-ce que nous ne serons pas tout de même dans un écartèlement insoutenable ? Il me semble que l'on peut non pas éviter cet écartèlement, puisque telle est la condition humaine, qui est duale en ce sens où nous sommes inscrits douloureusement dans l'infinitude, dont le signe le plus inquiétant pour nous est sans doute notre mortalité, mais d'autre part, nous aspirons à l'infinitude, puisque notre capacité de conscience, notre fonction symbolique, nous permet de nous représenter des états futurs du monde, de soi-même et d'autrui, comme étant préférables, voire désirables et même obligatoires, car moins malheureux et moins coupables, moins anxieux que l'état du monde que nous subissons actuellement. Et il me semble que d'une certaine façon, être heureux, c'est comprendre sa douleur, comprendre son malheur et sa faute, même potentielle, sinon toujours actuelle, et comprendre aux deux sens du terme, c'est-à-dire en saisir le sens, mais aussi la contenir en soi-même. Et quelqu'un qui est aveugle à son propre malheur et à sa propre finitude, je dirais d'une façon plus générique, eh bien, quelqu'un qui n'est pas ouvert à cette expérience de soi ne pourra pas apercevoir cette dimension d'autrui malheureuse, souffrante. Et donc, celui-là manquera de l'expérience de niveau d'humanité et d'humanisation très important. Alors, je ne dis pas du tout qu'il faut se complaire dans les sentiments tourmentés, ni surtout prendre une pose esthétique sous prétexte de tragique. Mais je dis quand même que qui n'a pas conscience du malheur ne peut pas être conscient du bonheur. Qui ne connaît pas et ne veut pas connaître la dimension tragique de la vie est incapable d'être vraiment heureux, car cela va de pair. On n'est pas capable d'être heureux si on n'est pas capable d'être malheureux. Et je dirais même que la mesure dans laquelle on est capable d'être heureux, c'est celle selon laquelle on est capable d'être malheureux, parce que c'est le recto et le verso, le pile et la face. En vous écoutant, Joël Gaubert, je me demande si vous n'êtes pas, j'ose le mot, tenté par la voie orientale. J'en ai parlé dans ce livre, bien entendu. C'est une grande sagesse tout à fait respectable qui se détermine, eh bien, je dirais selon 4 grands points. Le premier point, qui n'est pas opposé à ce que nous avons dit, la première vérité du bouddhisme, c'est que tout est douleur. C'est ce dont nous sommes partis en disant que nous faisions l'expérience du malheur. La deuxième vérité du bouddhisme, c'est que l'origine de la douleur, c'est le désir, c'est la soif. Et donc la troisième vérité, c'est qu'il faut éteindre la soif et le désir pour ne pas courir d'un désir à l'autre, ce qui nous fait, comme dit Schopenhauer, balloter incessamment entre la douleur de manquer et le blasement d'être repu. Et enfin, quatrième vérité du bouddhisme, eh bien, il faut pratiquer le yoga, c'est-à-dire la méditation, le jeûne et l'attente. Et la méditation, et c'est là que je me distinguerai de la sagesse orientale, c'est que la méditation au sens oriental, ce n'est pas du tout distinguer et articuler des idées et des concepts comme nous le faisons tous les deux avec nos auditeurs en ce moment. C'est au contraire, selon l'oriental, le sage ou l'apprenti sage oriental, méditer, c'est faire le vide
de représentation en soi-même. Et pour cela, réduire au silence nos organes et le fonctionnement de nos organes. C'est pourquoi il faut jeûner. Et en vue d'éteindre tous nos désirs, parvenir au nirvana, nous réunir au tout de l'être, à l'englobant, alors que nous, occidentaux, nous ne cessons au contraire de tâcher d'être sages au sens de devenir toujours plus une personne une et unique, ce qui, pour l'apprentissage oriental, est précisément ce qui nous rend le plus malheureux, l'objection que vous faisiez tout à l'heure. Merci Joël Gaubert, ce sera notre conclusion, ce sera votre conclusion. Doit-on vraiment rechercher le bonheur ? Ce petit texte de Joël Gaubert est édité justement chez un éditeur qui porte ce beau mot, édité, édité. Vous avez à votre actif bien d'autres ouvrages. Je renvoie nos auditeurs au site internet en particulier de cet éditeur que je viens de citer et qui fait le travail remarquablement pour présenter ces différents auteurs. Merci Joël Gaubert. Merci à vous.